On est un bon nombre pour commencer à démarrer notre réunion. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Schoenfeld, je suis la directrice du comité 21. On vous a convié ce matin pour vous faire part de travaux qu'on lance, qui vont durer quelques mois, a priori jusqu'à la moitié de l'année prochaine. On lance des travaux autour de la question de la place des parties prenantes dans la gouvernance et la résilience de l'entreprise. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On a beaucoup de personnes intéressées. On est presque une centaine en ce moment, tous sur ce webinaire. Et c'est un webinaire ouvert, public. Le comité 21, c'est un réseau multi-acteurs qui rassemble diverses organisations publiques et privées, des entreprises, des collectivités, des associations, des établissements d'enseignement supérieur et des citoyens. Et on travaille la plupart du temps pour nos adhérents. Mais aujourd'hui, on est dans un webinaire complètement public, ouvert à tous, pour vous faire part des travaux qu'on lance autour de la question des parties prenantes, de la gouvernance de l'entreprise et de sa résilience. On lance ces travaux avec un cabinet de conseil qui s'appelle Des enjeux et des hommes. On donnera la parole à la directrice Agnès qui est avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec ce cabinet. On est ravis de reprendre des travaux ensemble. Et ce groupe de réflexion est porté par le président de notre collège entreprise, Pierre Victoria, qui est par ailleurs directeur du service de la direction développement durable de Veolia. Je laisse Pierre vous dire un mot d'introduction au titre du portage politique qu'il va faire de ce groupe de travail. Oui, bonjour tout le monde et merci d'être avec nous ce matin. Effectivement, les entreprises qui sont membres du comité 21 et que j'ai l'honneur de représenter au bureau du comité 21 ont souhaité réfléchir et travailler plus fortement sur la question de leur relation avec les parties prenantes. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de celles qui sont membres du comité 21 sont fortement engagées sur des problématiques de relations entre l'entreprise et la société. Beaucoup ont leur raison d'être, certains sont en passé entreprises à mission, ont en tous les cas un œil attentif à l'application de la loi Pacte et à la modification de son article 1833 qui dit que désormais l'entreprise doit être gérée en prenant en considération les enjeux environnementaux et sociaux. Et c'est des contextes-là que les entreprises s'interrogent sur la relation avec la société, parce que si on doit renforcer le rôle sociétal de l'entreprise, encore faut-il savoir quel type de relation nous avons avec les différents acteurs de la société et comment nous travaillons avec elles. Il y a quelques années, et Sarah pourra en reparler, il y a eu un document de référence parce qu'il nous a été très utile et personnellement, je l'ai beaucoup utilisé sur le dialogue volontaire avec les parties prenantes. Force est de constater que depuis cette époque, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, l'affirmation de la relation entre l'entreprise et la société, comme je l'ai dit, où les entreprises et les biens communs à travers les objectifs du développement durable, c'est absolument affirmé. Et si ce travail était sur les questions du dialogue volontaire avec les entreprises, il y a eu aussi du dialogue quelquefois non volontaire entre l'entreprise et ses différentes parties prenantes, dans la mesure où on a vu de nouveaux acteurs, en particulier ceux de la société civile, du mouvement consumériste, d'un certain nombre d'autres acteurs, intervenir dans le débat sur le rôle et la fonction de l'entreprise. Donc le débat, il est bien évidemment extrêmement ouvert. Et face à cette situation, il est indispensable que les entreprises aient des méthodologies et des actions qui soient construites collectivement. C'est la raison pour laquelle nous passons nous parlons pas seulement de la question du dialogue avec les parties prenantes, mais plus globalement la relation de l'entreprise avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et c'est dans ce nouveau contexte-là, plus d'utilité sociale, l'interpellation de la société vis-à-vis de l'entreprise, cette ouverture à l'ensemble de ces acteurs, c'est autour de ces questions-là que nous souhaitons travailler au sein de ce groupe de travail. Merci beaucoup, Pierre. Je vais effectivement revenir un peu plus en détail sur pourquoi on porte ce sujet au comité 21.
D'abord parce que ça répond complètement légitimement à la structure qu'est notre réseau. Vous l'avez compris, nous, on a l'habitude de se présenter comme le premier réseau multi-acteurs dédié aux questions de développement durable. Premier dans l'histoire, on a été créé en 95, un moment où il n'y avait pas de réseau multi-acteurs sur les sujets, alors on appelait ça de développement durable, maintenant on appelle ça de transformation des organisations, transformation sociétale aussi des territoires, pas que des organisations. Donc premier dans l'histoire. Et puis, toujours, quand même, il faut le dire, premier en termes de nombre de membres, hein, on a 400, près de 400 membres répartis dans les 5 collèges que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, notre composition est véritablement multipartite. Elle embrasse toutes les parties prenantes de la société, les entreprises, les collectivités, les acteurs associatifs, aussi bien les associations qui travaillent en France que des ONG françaises qui travaillent à l'international, les acteurs de l'enseignement. Et pour parfaire notre composition multi-acteurs, l'année dernière, on a opéré une mue et on s'est doté d'un 5e collège d'adhérents dédié aux citoyens. Ça, c'est la première raison pour laquelle il nous semble assez légitime de porter ce sujet, de travailler sur ce sujet. La deuxième raison, c'est parce que le comité 21, en fin d'année dernière, a sondé très largement ses adhérents pour savoir ce sur quoi ils avaient envie, ils avaient des besoins, ils avaient des attentes vis-à-vis du comité 21, sur quoi ils voulaient être nourris, sur quoi ils voulaient être outillés. Et ce qui est sorti très majoritairement de ce sondage au niveau des enjeux des enjeux de RSE, en fait, hein, du collège entreprise, c'est cette question du dialogue avec les parties prenantes, qu'on avait déjà travaillé, comme l'a souligné Pierre Victoria, il y a 5 ans, tout début 2015 de mémoire, en janvier, on a publié ce guide qui s'appelle toujours Comment construire un dialogue constructif avec ses parties prenantes. C'est un guide qu'on n'a évidemment pas fait seul, c'est un guide qui a mis près d'1 an à être co-construit à plus de 80 organisations. Je dirais plusieurs dizaines d'entreprises, mais aussi avec les parties prenantes de ces entreprises. Et je dialogue régulièrement avec des adhérents, avec des partenaires qui nous disent que ce guide est toujours d'actualité, toujours une référence. Mais pour autant, et là j'arrive à la 3e raison pour laquelle on reprend ce sujet, pour autant, il nous a semblé, quand on a vu dans les sondages des adhérents qu'ils attendaient un nouveau travail sur cette question, on a fait un travail de benchmark, on a essayé de chercher s'il y avait d'autres publications qui étaient sorties sur cette question, un bilan finalement des pratiques du dialogue avec les parties prenantes en France. Et il nous a semblé qu'il n'y avait pas tellement de bilan, donc on a souhaité se lancer dans ce travail pour voir si on pouvait établir, par exemple, un benchmark des meilleures pratiques de dialogue parties prenantes à l'international, s'il y avait un renouveau des enjeux et quels étaient les sujets les plus stratégiques en fait autour de la question du dialogue avec les parties prenantes. Et c'est aujourd'hui qu'on matérialise ce lancement de tous ces travaux. Encore une fois, c'est très important pour le comité 21. On ne les fait pas seuls, on essaye de mettre autour de la table énormément d'adhérents, mais aussi des organisations non adhérentes qui sont particulièrement matures sur ce sujet, des experts, des chercheurs. Et donc aujourd'hui, ce matin, si vous avez des choses à apporter, si vous voulez construire avec nous les différents livrables qu'on va travailler dans les mois qui viennent, vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Je me tourne maintenant vers Bettina Laville. Bettina Laville, qui est la présidente fondatrice du comité 21. Elle a participé à la fondation du réseau en 95 avec Simone Veil et Huguette Bouchardot. Et puis, elle a travaillé dans d'autres sphères. Elle n'a jamais présidé ce réseau. Elle a accédé à la présidence en 2016. Et je lui tends le micro, si j'ose dire, pour lui poser 3 questions qui posent un peu le contexte de ce sujet. D'abord, en quoi ce sujet du dialogue avec les parties prenantes est, selon toi, Bettina, de plus en plus stratégique? Quels sont les nouveaux sujets
pour les entreprises autour de cette question et en quoi elle diffuse de plus en plus vers tout type de taille d'entreprise. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux dans cette matinée. Effectivement, le comité 21, Sarah l'a très bien dit, renoue avec un de ses choix thématiques préférés et renoue, enfin nous tout simplement, avec son ADN, ce qui est véritablement le côté multi-acteur, c'est-à-dire qu'à partir d'un de nos collèges, aujourd'hui c'est le collège entreprise, faire travailler tous les acteurs du développement durable ensemble. Alors, pour répondre à ta première question, Sarah, sur la stratégie, moi j'ai envie de dire que jamais le dialogue partie prenante n'a été aussi stratégique dans l'entreprise, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous venons effectivement de vivre, il y a une effervescence autour du questionnement sur l'entreprise avec la loi Pacte, et que on s'est parfaitement rendu compte que, à part quelques présidents particulièrement engagés autour du rapport Nota-Sénar, eh bien, tout le foisonnement d'idées venait finalement de l'environnement de l'entreprise, qu'il y ait d'ailleurs déjà des dialogues parties prenantes organisés ou non. Et si nous sommes arrivés à cette définition de la raison d'être dans la loi, il est absolument évident, et je pense que Pierre y reviendra, que c'est en liaison bien organisée, bien tacite, si j'ose dire, avec la raison d'être. Donc ça, c'est la première raison. Voilà. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans un contexte de révision de la directive au niveau européen sur tout ce qui est développement durable et RSE, et que nous voyons bien qu'il y a là aussi un foisonnement. Vous avez vu que récemment, la Convention d'Aarhus est renouvelée au niveau de l'accès des organisations non gouvernementales à la justice. Et donc là aussi, on a un contexte juridique, voire judiciaire d'ailleurs, où on donne de plus en plus de place à la société civile. Et j'allais dire, les entreprises ont tout intérêt à organiser ce dialogue à l'intérieur de leur organisation au lieu d'être impactées de l'extérieur. La troisième raison qui me paraît tout à fait importante, c'est évidemment la crise que nous traversons. La crise, en l'occurrence, elle est triple. Elle est bien entendu pandémique, si j'ose dire, et elle est surtout avec un horizon de fin incertain. La crise est évidemment sociale, puisque nous savons parfaitement à quel point le contexte économique va être impacté, et elle est sociétale parce que vous avez toutes sortes de changements qu'a apporté le confinement dans tous les pays du monde, et l'apporte encore dans l'organisation du travail, etc. Donc en fait, les acteurs de l'entreprise sont profondément impactés par cette crise, et finalement, j'allais dire que les parties prenantes ont un rôle à jouer pour que justement les parties restent prenantes dans l'entreprise et qu'il y ait véritablement une aide à la constitution d'un corps social de l'entreprise solidaire. Ça me paraît tout à fait évident. Donc voilà pourquoi c'est tout à fait stratégique de reparler de ce dialogue des parties prenantes. Alors évidemment, il y a des nouveaux sujets, on y reviendra, je viens finalement de tracer en filigrane tous ces nouveaux sujets. Ce que je voudrais dire, c'est la diversité des situations. La situation des parties prenantes et du dialogue parties prenantes est extrêmement différente. Selon qu'on soit un grand groupe, je dirais que, allez, un peu plus de la moitié des grands groupes vont organiser un dialogue de parties prenantes de manière d'ailleurs tout à fait différente, en l'intégrant véritablement à l'organisation de l'entreprise, parfois dans de simples consultations, mais tout ça est connu, organisé. Il y a encore des grands groupes qui ne connaissent pas du tout le dialogue partie prenante. Moi, j'ai été récemment très étonnée de le découvrir. Donc, même au sein de ce qu'on appelle le CAC 40, il y a des disparités.
Là, en revanche, les disparités sont extrêmement importantes dans les petites et moyennes entreprises, dans tout ce secteur, également d'ailleurs dans le secteur de l'ESS. Et en fait, il y a des situations tout à fait différentes. Parfois, le dialogue partie prenante dans une petite entreprise, j'allais dire, il est naturel, parce que l'entreprise est tellement petite qu'elle dialogue tous les jours avec son environnement, et je dirais presque que c'est, non pas sa raison d'être, mais c'est sa façon d'exister. Est-ce qu'elle a besoin là de le constituer? Sûrement, mais d'une manière très particulière. Il y a des entreprises moyennes qui souhaiteraient et effectivement avoir ce dialogue, qui ressentent bien qu'il faut être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui concerne l'environnement de l'entreprise, mais tout simplement n'ont pas le temps de le faire et ont peut-être encore moins de temps en ce moment pour le faire à cause du fait qu'ils sont totalement mobilisés par leur existence même. Voilà. Et il y a un troisième sujet, c'est qu'il y a quand même des PME qui ont organisé un dialogue. C'est encore de très peu d'importance, mais c'est tout à fait intéressant parce que ce n'est pas le même que dans les grandes entreprises. Voilà un petit peu, Sarah, le panorama, et on pourra revenir sur les sujets plus précis tout à l'heure. Merci beaucoup, Bettina, pour avoir posé le contexte. Je le disais en introduction, on anime ce groupe de travail qui est porté par Pierre Victoria avec le cabinet des enjeux et des hommes, dont la directrice associée est Agnès Rambaud-Paquin. Je lui donne la parole pour qu'elle puisse nous délivrer ce matin quelques premiers constats. Agnès, si tu veux bien mettre aussi ta caméra. Oui, je veux bien. Je me disais aussi qu'on pourrait inviter nos participants à poser des questions Bien sûr. sur le fil chat, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais… J'ai effectivement oublié de le mentionner en début de webinaire. Il y a un temps d'échange avec vous qui sera consacré à partir de 10h15 à peu près. Vous pouvez déjà, même si on n'est pas dans ce temps d'échange, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions par chat et je les poserai à nos différents intervenants. Ok. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais dire deux mots quand même sur des enjeux des hommes et le comité 21. Donc, des enjeux des hommes, c'est un cabinet de conseil en stratégie RSE et change management. On a d'ailleurs rejoint le groupe EcoCert il y a quelques mois et on a doublé de taille. On est une petite quarantaine de consultants maintenant et on accompagne des entreprises de tout secteur et de toute taille dans leur transition vers le durable, on va dire. On est membre du comité 21, j'ai presque envie de dire depuis toujours, depuis presque la création du cabinet au début des années 2000. En tout cas, on avait produit ensemble un guide sur la mobilisation des salariés sur la RSE, qui d'ailleurs pourrait être un sujet de relations parties prenantes. Et j'ai toujours tendance à dire que ce guide est toujours d'actualité, presque malheureusement, parce que ça veut dire que l'implication des salariés dans ces démarches RSE n'est pas encore complètement au rendez-vous. Ensuite, on a un tout petit peu contribué aux travaux sur les principes directeurs. Et je voudrais juste quand même dire deux mots de là d'où je vais parler ce matin et quel type de mission on accompagne chez nos clients sur cette question de la relation partie prenante. Donc, on a assez tôt accompagné des entreprises qui voulaient constituer un comité de parties prenantes ou critical friends. Et parfois, on intervient sur l'animation. On a été aussi souvent consulté sur la formation, notamment des lignes managériales intermédiaires ou des patrons de sites au dialogue parties prenantes. Dans le cadre des stratégies RSE et des exercices de matérialité que beaucoup d'entre vous connaissent, on intervient évidemment sur de la consultation de parties prenantes, parfois à grande échelle. Et puis, comme on travaille beaucoup sur les questions de raison d'être, société à mission, il y a évidemment toute une dimension écoute des parties prenantes. Et enfin, je voudrais juste citer, parce que ça va illustrer nos propos aujourd'hui, une ou deux missions très récentes d'entreprises qui souhaitent aller encore un cran plus loin et veulent voir comment intégrer la relation aux parties prenantes à la gouvernance, et donc qui nous confient
des travaux d'exploration sur le sujet. Voilà. Cela dit, avant d'enchaîner sur la suite, moi je trouve quand même que ça n'évolue pas très vite non plus. C'est-à-dire que le panorama que je viens de dresser là, c'est en gros 17 ans de pratique de conseil. Et j'ai la conviction que la crise, en tout cas, déjà les travaux sur la loi Pacte, évidemment le rapport de Nota Sénar, mais ce qu'on vient de traverser là depuis plusieurs mois va certainement accélérer ce sujet, que c'est pour nos directions de développement durable et RSE un peu la nouvelle frontière. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'exemples pendant les derniers mois d'entreprises qui se sont rendues compte que le dialogue social, le dialogue avec les salariés avait été intensifié, que la relation manager-collaborateur avait dû se réinventer, que la qualité des liens tissés avec le réseau de fournisseurs, par exemple, avait été vraiment complètement déterminante et précieuse pour la continuité de l'activité. Et puis qu'en plus, ces sujets de responsabilité, de gestion des risques de long terme avaient tout d'un coup été positionnés comme très centraux dans la discussion avec les conseils d'administration. Donc, en tout cas, on voit bien que ce soit la loi Pacte ou la crise Covid va mettre un accent particulier, comme Bettina et Pierre d'ailleurs l'ont bien évoqué sur nos sujets. Je devais répondre à 2 ou 3 questions, je vais y venir juste après, mais je voulais partager avec vous un rapide benchmark qu'on a réalisé pour Veolia et que Pierre a bien voulu qu'on puisse partager avec vous aujourd'hui, qui est un état des lieux, vous allez le voir, plutôt de la manière dont les grands groupes aujourd'hui adressent cette question. On trouvera dans les documents qu'on pourra partager cette frise en fait, qu'on a réalisée pour reprendre les différentes modalités d'interaction avec les parties prenantes. On s'est d'ailleurs inspiré du guide de méthodologie que le comité 21 a produit en 2015 pour classer ces différents niveaux de maturité. On voit à gauche en fait, des entreprises qui se contentent en gros d'informer ou de communiquer à leurs parties prenantes leurs actions, notamment en matière de responsabilité. On est là dans une forme de dialogue qui reste unidirectionnel. En fait, dans ce cas de figure-là, au niveau 1, on cherche plutôt à faire passer un message à nos parties prenantes. Et puis, plus on va se déplacer sur la droite de la frise, plus on va finalement se décentrer, voilà, être moins centré sur l'entreprise et sa propre recherche d'information. On va avoir un rapport de plus en plus symétrique, on va générer plus d'interactions avec les parties prenantes. Et quand on va arriver sur les niveaux 4 et 5, il va y avoir une transposition, enfin en tout cas un virage qui va être opéré. On va voir qu'on est moins en train d'interagir en face à face avec les parties prenantes, mais plus en côte à côte pour regarder des sujets d'intérêt général. On accepte de laisser ces stratégies, ces décisions se faire challenger, voire transformer. Et puis à droite, on est carrément en train de laisser davantage les parties prenantes entrer dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je voudrais dire, avant d'enchaîner sur les slides suivantes, que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les travaux qu'on entreprend avec le comité 21, c'est que ça nous amène aussi à revisiter finalement des théories de l'organisation. On est en train finalement de bouger d'une approche très classique de conception de l'entreprise, d'une conception très classique dans laquelle l'entreprise se voit et se pense en système fermé, centré sur ses propres intérêts, organisé pour produire efficacement, avec une centralisation des pouvoirs pour plus de rapidité de décision. Voilà, là, ce qu'on va chercher finalement à accompagner, c'est vraiment un virage vers un système beaucoup plus ouvert, où l'entreprise se conçoit comme à l'intérieur d'un écosystème, en interaction avec l'externe, et en ayant une vision beaucoup plus globale et systémique, et des frontières beaucoup moins fermées et beaucoup plus poreuses, quoi. Voilà. Alors, je vais juste présenter les résultats de ce benchmark.
qu'on a fait avant l'été, qui portait vraiment sur des grands groupes, donc qui n'est pas transposable évidemment aux PME, comme tu l'évoquais d'ailleurs, Bettina, qui portait sur des groupes français ou anglo-saxons et qu'on avait cherché à retenir en considérant que c'était probablement des entreprises qui avaient les meilleures pratiques dans le domaine pour trouver des inspirations. Et vous voyez qu'on a couvert un nombre de secteurs assez large. Pour donner un peu plus de détails sur les critères qu'on a analysés, qui sont sur la slide d'après, que d'ailleurs probablement on renommerait différemment maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Sarah, tu peux passer la slide suivante. En tout cas, il y a peut-être un... Voilà, merci. On a cherché à savoir, c'est beaucoup plus détaillé que ça, mais en tout cas, on a cherché à savoir dans un premier temps si ces entreprises, donc considérées comme certainement les plus avancées, avaient formalisé une démarche de dialogue ou de relation avec les parties prenantes. Est-ce que ce sujet était vraiment un sujet de management ou de gouvernance au même titre que d'autres dans le pilotage stratégique? Est-ce qu'elles se donnaient des objectifs? Je précise quand même qu'on a travaillé uniquement sur information publique, donc via les rapports intégrés, enfin les publications des entreprises ou leur site internet ou un peu de revues de réseaux sociaux. Mais donc, premier critère, est-ce que la démarche partie prenante fait l'objet d'une formalisation? Le deuxième critère, c'est est-ce que les entreprises publient, affichent des cartographies de parties prenantes? Et est-ce qu'elles font état des enjeux sur lesquels elles ont dialogué avec elles, y compris d'ailleurs des controverses? Le troisième point portait sur les modalités de dialogue. Dans certains rapports, vous avez vu ça comme nous, mais les entreprises ont à cœur de distinguer des modalités de dialogue en fonction des parties prenantes qu'elles interfacent. Ensuite, on a voulu creuser le point particulier de la confiance, en se demandant si les entreprises avaient mis en place des règles d'échange avec leurs parties prenantes, mis à plat des questions de gestion de la confidentialité, par exemple, et puis aussi monter en compétence les personnes qui sont en première ligne sur ces sujets. Ça enchaîne d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner directement sur le critère d'après, qui est la notion de déploiement. Est-ce que ce dialogue, il est juste opéré dans ces grands groupes à l'échelle corporate, ou est-ce qu'on a vraiment travaillé de manière plus fine en déployant les approches et des méthodologies au niveau local, régional, national, etc. Est-ce qu'on a par exemple formé ces équipes? Est-ce qu'on a diffusé des guides comme certaines entreprises l'ont fait? Et puis enfin, on a cherché à savoir si cette question faisait l'objet d'un reporting, s'il y avait des indicateurs, si c'était monitoré dans le temps et même s'il y avait une personne en charge de ce dialogue, notamment au sein des directions RSE. Alors, les résultats que je présente derrière sont vraiment très schématiques, hein, mais pour vous donner une idée du panorama, on voit bien qu'à peu près 70% de ces grands groupes ont de toute manière une démarche formalisée dont ils font état dans leur rapport RSE notamment. Donc en général, elles s'expriment sur leur vision du dialogue, les bénéfices que cette démarche peut leur apporter, les engagements, un certain nombre d'engagements macro, voilà, et quelques modalités d'interaction. Enfin, la plupart précisent les modalités d'interaction. Là, on est plutôt sur du 70%. Ensuite, une grande partie des entreprises publient une cartographie des parties prenantes. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que cette cartographie, elle est assez classique. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours à peu près les 10 grandes familles incontournables que vous voyez d'ailleurs en bas de ce slide. On a finalement assez peu de précisions plus fines sur les instances concernées, sur la diversité des profils, sur la représentativité ou non des profils. Il y a assez peu d'entreprises qui formulent des objectifs en matière de dialogue. Et lorsque ces objectifs sont formulés, ce sont presque plutôt des objectifs de moyens. Nombre de sites, par exemple, qui ont
réaliser une cartographie. On est rarement sur des objectifs de résultats et puis on a très peu d'informations, voire pas du tout d'ailleurs, sur la manière dont ce dialogue est perçu par les parties prenantes. Un certain nombre d'entreprises ont mis en place des comités parties prenantes, des comités Critical Friends. La seule chose, c'est qu'on ne lit pas bien dans les rapports la façon dont ce comité de parties prenantes interagit avec la gouvernance. Il y a une seule entreprise dans le panel étudié qui explicite de manière précise ces interactions. Bon, on imagine qu'il y en a plus qu'une sur 36, mais en même temps, ce n'est pas explicité, ce n'est pas rendu visible. Voilà. Et donc, si on schématise, si on synthétise sur la slide d'après, puisqu'on concluait sur un niveau de maturité, on s'est prêté quand même à l'exercice de comparer l'interne et l'externe. Le dialogue à l'interne, il existe évidemment dans l'entreprise, le dialogue social, etc. En revanche, quand il s'agit de parler de dialogue partie prenante, on se rend compte que la dimension interne n'est pas forcément corrélée à la dimension externe. Rares sont les entreprises qui évoquent la qualité du dialogue managérial, par exemple, en tout cas dans la rubrique dialogue partie prenante de leur rapport. Et le dialogue social est évidemment évoqué, mais en revanche, l'association des salariés, la consultation des salariés sur des enjeux plus stratégiques est rarement évoquée. Et là, je ferai un parallèle avec un baromètre qu'on publie chaque année avec Occurrence et nos amis des Codev, qui s'appelle Salariés et entreprises responsables, que vous trouverez sur notre site, et qui montre que si 70% des salariés, plus de 70% d'ailleurs, souhaiteraient être associés à la démarche RSE et à sa construction, moins de 8% se disent consultés. Et donc voilà, on est sur à peu près les mêmes chiffres. Ici, et que sur la gauche, si on regarde le dialogue plutôt externe, on voit bien que le dialogue est plutôt géré au niveau corporate, puisque plus de la moitié des cas étudiés font état de ce dialogue, et qu'en revanche, on a un déploiement, une traduction qui est plus légère, plus light au niveau local, donc avec des actions qui sont plus rarement mise en avant et explicitée. Alors, pour conclure, et ça reste encore une fois à gérer avec précaution, puisque vous avez vu que le panel ne porte que sur un nombre faible d'entreprises, on est sur des grands groupes, et en plus, il y a un tiers de ces groupes à l'international. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'implication, enfin la connexion entre l'apport des parties prenantes et la construction des plans stratégiques d'entreprise n'est pas suffisamment rendue visible. Sur les analyses de matérialité et puis les cartographies de parties prenantes commencent à être une pratique assez courante, mais en fait, on souhaiterait aller un cran plus loin. Et puis, on peut se dire à cette lecture que, et c'est un indicateur de la maturité, c'est que les entreprises choisissent les parties prenantes presque comme si elles faisaient leur marché, leur picking, alors que nous, on est assez fervents partisans de ce qu'on appelle la cartographie inversée, c'est-à-dire qu'on considère que les parties, elles ne sont pas prenantes dans l'absolu. Vous avez des parties intéressées, enfin il y a les parties constituantes en interne, puis des parties intéressées, et on peut considérer qu'elles ne deviennent réellement prenantes que lorsqu'elles-mêmes s'engagent dans le dialogue. Bon, voilà, on voit par exemple que les démarches manquent encore de déploiement, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, je pense que c'est souvent faute de formation et d'outils. Il y a des comités parties prenantes dont on dirait qu'ils sont souvent plus friends que critical en tout cas, et la relation entre les comités parties prenantes et puis les instances de gouvernance n'est pas encore suffisamment installée. Il faut qu'on regarde d'ailleurs de plus près les travaux de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, dans ce domaine. Et puis la finalité du dialogue reste encore trop centrée sur un moyen de partager des informations, de faire en sorte que nos parties prenantes soient des ambassadeurs de nos démarches, mais plus rarement de co-construire, de partager des plans d'action et des risques.
Et enfin, voilà, je viens de le dire, mais on est quand même plutôt sur de la consultation et de l'écoute. Et après, pour répondre rapidement, là, pour vous laisser la parole, mais aux questions qui m'étaient posées par le comité 21, qui était quel est le niveau de maturité qu'on observe aujourd'hui, quelles sont les pratiques des entreprises les plus matures. Moi, je pense que beaucoup de nos clients aujourd'hui ont encore une certaine crainte à faire rentrer l'externe dans l'entreprise. Moi, je vois encore des analyses de matérialité qui sont faites en interne, où les différents services de l'entreprise parlent des parties prenantes, c'est-à-dire que c'est à dire d'eux. La direction des achats parle des fournisseurs, la direction commerciale parle des clients. Et puis sur les chantiers raison d'être, on en a accompagné une quinzaine cette année. Il y a encore plusieurs chantiers sur lesquels on n'a pas pu associer les parties prenantes externes, en tout cas, aux travaux de formulation de la raison d'être. Et je pense que c'est vraiment lié à une culture d'entreprise. On se dit que consulter les parties prenantes, c'est se créer des obligations, de rendre compte, de peut-être co-décider. Donc il y a encore une certaine frilosité. Hein. On parlait déjà il y a 15 ans de la boîte de Pandore, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Je pense que l'exercice est assez mal compris. Certains nous disant, moi de toute manière, je vois mes clients ou je travaille avec mes fournisseurs et chacun travaille finalement en silo. On n'a pas de vision systémique du sujet et finalement du mal à cerner de la richesse de la démarche. Et ce qui est fou, c'est que les entreprises qui le pratiquent ont complètement désamorcé ces freins. Moi, j'ai 2 ou 3 exemples en tête. J'ai l'exemple d'une entreprise qu'on avait accompagnée au moment d'un déménagement. Alors là, je vais juste parler de l'interne, mais qui en tout cas avait réuni l'ensemble de ses salariés pendant 1 jour et demi pour réfléchir au futur lieu, parce que c'était un déménagement qui suscitait pas mal de traumatismes, et donc co-construire le projet y associer d'ailleurs des dimensions environnementales et pas seulement sociales. Et je me souviens d'avoir vu des témoignages formidables de salariés qui disaient c'est la première fois que je peux m'exprimer sur la question. Et dans le groupe de travail où j'étais ce matin, il y avait mon chef, le chef de mon chef et le chef du chef de mon chef. Et c'était quand même incroyable de dialoguer tous ensemble sur ces questions. Les services généraux nous disant il y aura un avant et un après dans ce type de projet. Une maison de parfums avec laquelle on a travaillé en partenariat avec By Your Way sur la co-construction d'un plan d'action client-fournisseur avec l'ensemble des fournisseurs de rang 1, c'est-à-dire en gros 150 personnes aussi dans la salle. Et puis pour terminer, un projet récent là, dans une entreprise, pour Valrhona, voilà, pour ne pas les citer, qui a monté un séminaire de 2 jours à Madagascar avec l'ensemble des parties prenantes, les cultivateurs, les élus, les bailleurs de fonds, etc., pour co-construire un agenda de filière cacao responsable, mais tous ensemble. Merci, et je trouve qu'à chaque fois, à chaque fois, les témoignages sont absolument formidables. Voilà. Et donc, je dirais juste pour conclure, il me semble que les entreprises qui sont les plus matures, ce sont celles qui se pensent en société, voilà, pour rebondir aussi sur des propos là, de Pascal Demurger, de la Maïf et des bouquins récents, qui se préoccupent de leur utilité. On a souvent cité la phrase de « il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd ». On ne sait même plus à qui l'attribuer à force, puisqu'on l'a tous reprise. Qui ont compris en plus que les parties prenantes externes avaient développé sur les dernières années des vraies expertises sur des sujets sociétaux et qu'on n'avait pas forcément développé en interne, même s'il va le falloir, et qui ont travaillé cette culture de l'ouverture et qui finalement ont fait remonter ces sujets-là au plus haut de la gouvernance. Merci, voilà. Merci Agnès. Il faut qu'on avance un peu parce qu'on doit laisser aussi un peu la parole aux participants pour poser des questions. Mais avant ça, je souhaitais donner 2 informations sur comment va se matérialiser concrètement le groupe de travail. On va réunir donc un certain nombre d'experts et on a pour ambition de sortir un livrable avec un ensemble d'éléments de bilan et un ensemble de recommandations
coopération pour pouvoir finalement surmonter un peu tous les éléments de contexte que tu viens de donner, Agnès, hein, essayer de faire en sorte que le dialogue sorte, s'améliore déjà sur la partie interne, sorte des grands groupes et diffuse un peu aussi dans toutes les tailles d'entreprise. Ça, c'est vraiment l'ambition. Ce livrable, on aimerait le sortir à l'occasion d'un événement à la mi-2021. Mais entre-temps, on partagera avec vous certaines publications intermédiaires, une à la fin de l'année autour d'un benchmark des bonnes pratiques à l'international, et un autre en mars qui sera les résultats d'une étude, d'une grande enquête qu'on a lancée il y a quelques semaines, qui court toujours et qui se termine là en novembre. On remercie beaucoup les réseaux partenaires qui ont bien voulu relayer cette enquête dans leur propre réseau. Si vous êtes intéressé pour répondre à cette enquête, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a 3 volets, cette enquête. Il y a un volet plutôt pour les grands groupes, un volet plutôt pour les petites entreprises et un volet pour les parties prenantes. Voilà, c'est ce qui nous permettra de faire ces éléments de bilan et de publier le résultat a priori en mars. Je me tourne maintenant vers Pierre Victoria, qui est notre président du Collège Entreprise, directeur du développement durable de Veolia, pour partager avec nous quelques éléments de retour d'expérience sur le dialogue que mène l'entreprise avec son cercle de Critical Friend. Oui, bon, écoutez, d'abord, je voudrais dire qu'on n'a pas du tout de vocation à être exemplaire dans cette démarche. Ce que Agnès vient bien d'expliquer quand même, c'est que la question profonde de la relation avec les parties prenantes, c'est est-ce qu'il y a une culture de la relation partie prenante au sein de l'entreprise et est-ce qu'on est capable de la promouvoir. Ça me semble vraiment le sujet essentiel, surtout pour vous parler par un des aspects qui est notre propre comité, qu'on n'appelle pas partie prenante, mais qu'on appelle Critical Friends, et qui travaille depuis 5 ans maintenant à la réflexion stratégique de l'entreprise. Alors, c'est pas du tout une démarche qui avait été conçue méthodologiquement et prévue. C'est tout simplement le fait que l'on avait au départ un comité qui suivait le rapport développement durable. Quand ce rapport développement durable est devenu le rapport intégré, ce comité a considéré qu'il n'avait pas grand-chose à faire et il s'est un petit peu délité au fil des années. Et quand Antoine Frérot est arrivé comme président directeur général de Veolia, il nous a posé la question de savoir comment on pourrait continuer à nouer un dialogue avec des partenaires extérieurs sur notre politique de développement durable. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'en fait, on a choisi le président de notre comité, qui s'appelle Jean-Michel Severino, donc l'ancien directeur général de l'Agence française de développement, et nous n'avons pas choisi les personnes de notre comité des parties prenantes, de notre comité qu'on va appeler Critical Friends. C'est-à-dire qu'on ne les a pas choisis, on a laissé Jean-Michel Severino dire en fonction de ce qu'il connaissait de l'entreprise, il était déjà dans le travail précédent qui travaillait autour du rapport du développement durable, et c'est lui-même qui nous a proposé une douzaine de noms de personnes, moitié étrangers, moitié français, moitié en charge des problématiques sociales, l'autre des problématiques environnementales, et qu'il considérait pouvoir apporter quelque chose à la réflexion et à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point que je veux insister, c'est que ce comité était un comité de personnes que nous n'avons pas choisi, parce qu'on quelque part on choisit pas, à mon avis, ces parties prenantes, puisque beaucoup de parties prenantes, dans le fond, sont inconnues souvent du monde de l'entreprise. Mais là, on a une personne qui a eu l'intelligence de la situation, de la connaissance de l'entreprise pour nous trouver des personnes qui sont faites. C'est pour ça d'ailleurs que le terme de Critical Friends qu'on emploie, je me rends compte, est ambigu, puisqu'on a l'impression que ce sont nos amis qu'on a mis sur la table, alors que justement, c'était pas du tout des amis, c'était des personnes qui ne connaissaient pas l'entreprise et qui n'avaient pas de rapport avec l'entreprise. Donc, on n'est pas dans la démarche comité des parties prenantes où il y a un représentant des fournisseurs, un représentant des territoires, un représentant de ceci, de cela. Là, on est des gens complètement indépendants. Ces personnes, en fait, nous ont profondément accompagnés sur toutes les réflexions stratégiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'on les a intégrés dans un processus de décision. Très vite, on s'est rendu compte que, et alors c'est la question qu'ils nous ont posée, en quoi pouvons-nous vous être utiles et en quoi pouvons-nous peser sur la décision que vous allez prendre? Donc, ce qu'a fait Antoine Frérot, c'est qu'il a intégré les réflexions de son comité dans un processus décisionnel de son conseil d'administration. Donc, ils ne sont pas au conseil d'administration pour revenir sur les sujets de gouvernance, mais simplement, ils sont consultés
sur un certain nombre de sujets sensibles. Alors, c'est quoi les sujets sensibles? Ben, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, est-ce que, par exemple, aller dans les gaz de schiste aux États-Unis était conforme à l'ambition affirmée de Veolia de ressourcer le monde? Sujet quand même complexe. Est-ce que être dans le démantèlement nucléaire, c'était choisir un mode, être quelque part complice d'un mode de production énergétique qui, par ailleurs, connaît aussi quelques détracteurs? Alors, la réponse était non pour le premier. La réponse était non aussi. Ce n'est pas choisir, mais c'est faire un travail qui est conforme à la vocation de Veolia. Et puis, pendant 2 ans, après la COP 21, nous avons travaillé sur que faire du charbon que Veolia gère dans les pays de l'Est, puisqu'on a 30% de chiffre d'affaires à peu près sur les questions de charbon. Et donc, est-ce qu'il faut vendre comme voulait la plupart des membres du conseil d'administration? Est-ce qu'il fallait au contraire accompagner une transition énergétique, et cette transition énergétique pour aller vers où? Donc là, on a travaillé, je dis, pendant près de 2 ans sur le sujet, en amenant d'ailleurs des experts aussi, d'ailleurs du monde énergétique et du monde du climat, à nous accompagner pendant l'ensemble de ces démarches. Donc voilà, le travail que l'on a fait avec ce groupe de travail, c'est vraiment alors, pour que ça fonctionne, ce que je voulais dire d'abord peut-être, c'est que donc l'indépendance de ces personnes, j'insiste beaucoup là-dessus, la présence physique du patron, c'est-à-dire le PDG est présent pendant tous les débats, d'accord? Troisièmement, il n'y a pas d'instrumentalisation non plus de ces travaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas un conseil économique et social d'entreprise, c'est qu'on ne dit pas, on les sollicite pas en leur demandant un avis unanime, ou c'est ni un conseil économique et social, ni un CSE, ni non plus des représentants des instances représentatives du personnel. Chacun apporte de là où il est et de son domaine de compétence un avis, et le patron, quelque part, fait son miel, en fait, de ce qui est dit par les uns et par les autres. Souvent, ça converge, quelquefois, ça ne converge pas. Mais il n'y a pas de décision et on n'estampille pas l'idée que les Critical Friends ont pensé que, ont voulu que. Donc voilà, c'est ça notre histoire. Aujourd'hui, cette histoire, elle est extrêmement intéressante parce que, y compris dans l'actualité qui, comme vous l'avez pu le voir, est assez sensible chez Veolia, je suis impressionné par leur mobilisation autour de ces sujets-là, par rapport aux questions et aux contributions qu'ils apportent. Ce sont des gens qui, de fait de leur indépendance, apportent tout le temps et sont tout le temps à l'initiative de faire fonctionner l'entreprise. Je trouve d'ailleurs que, par rapport à ce que disait Agnès sur les matrices de matérialité, ils apportent beaucoup plus au débat et aux réflexions stratégiques de l'entreprise que les parties prenantes, désignées souvent par les collaborateurs de Veolia, pour être intégrés, pour définir la matérialité et la réalité des attentes, des enjeux RSE des différentes parties prenantes. Donc, je trouve qu'ils sont beaucoup plus constructifs et beaucoup plus positifs. La question, bien évidemment, qui se pose, à nous comme à d'autres, à un moment donné, c'est comment ça s'intègre officiellement dans la gouvernance de l'entreprise. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils ont un rôle de conseil, ils ont un rôle un peu plus officiel puisqu'ils sont en charge du suivi de la raison d'être de Veolia et doivent veiller à ce que la raison d'être, notamment à travers son tableau de bord de performance globale que nous avons construit, soit effectivement suivi. Ils veillent aussi qu'à travers les différents événements de la vie de l'entreprise et les crises qu'elle peut connaître, est-ce que la raison d'être est toujours la boussole que l'on a définie, et est-ce que l'équilibre entre les parties prenantes dans les décisions qui sont prises, qu'il s'agisse du Covid ou qu'il s'agisse de possibilités de rapprochement avec d'autres groupes, est-ce que l'équilibre entre les parties prenantes est toujours respecté? Donc, ils sont quelque part garants de tout cela, mais sur un mode qui reste un mode aujourd'hui pas complètement instruit ou construit à l'intérieur de la gouvernance de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots pour ne pas prolonger les débats. Pierre, il y a des questions sur le statut de ce comité Critical Friends. Oui, alors, son statut, il n'a pas de statut. Il se réunit 2 fois par an en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais il peut être consulté sous un certain nombre de sujets d'urgence. Ces personnes ne sont pas rémunérées. Leurs déplacements pour les étrangers, bien évidemment, sont pris en charge et ils ont une indemnité très symbolique, elle n'est pas symbolique, mais de 1 000 € par jour, pour être très clair avec vous, que d'ailleurs la plupart d'entre eux ne prennent pas ou que la plupart d'entre eux reversent à différentes associations caritatives. Et c'est ce que nous leur proposons parce que nous considérons qu'il est logique de dédommager les personnes d'une journée de travail qu'ils ont perdue.
Merci Pierre. Je vous invite vraiment à poser vos questions sur le chat. On va ouvrir ce temps d'échange avec vous. Il y a déjà des questions qui sont remontées au fur et à mesure. On va forcément dépasser un peu. On devait finir à 10h30. On va finir un peu plus tard parce que je pense que c'est important qu'on puisse poser ces questions. Avant que tu partes, Pierre, peut-être une question sur le bien fondé ou non des pénalités financières pour le CA pour faire avancer les sujets de RSE dans l'entreprise. La contrainte financière, quel est ton point de vue là-dessus? Alors moi, je ne suis pas sur la question de la contrainte financière pose la question de la régulation, à mon avis. Est-ce qu'il ne faut pas rendre obligatoire, c'est plutôt ça ma question, comme ça je le ferai, un rapport d'un comité des parties prenantes ou un avis des parties prenantes sur la marge de l'entreprise au conseil d'administration. Ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même à travers, d'abord, un conseil d'administration qui se recentre sur les questions stratégiques. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai été administrateur de Veolia en tant que représentant salarié de 2014 à 2018. Donc, j'ai bien connu cette période où les conseils, à la fois, ont diminué, et c'est bien en termes de nombre, pour être plus efficaces et plus sur la stratégie. Et d'un autre côté, ils ne sont pas vraiment au courant, quelquefois, ou de façon parcellaire, de la façon dont les amis critiques ont rendu un avis sur telle ou telle chose ou les idées qu'ils ont pu avoir. Donc, je pense qu'il y a un problème de connexion aujourd'hui entre un conseil stratégique et les parties prenantes. Donc, ça peut se faire de différentes façons. Je pense que l'idée d'avoir un rapport annuel auprès du conseil d'administration est une bonne idée. Avoir éventuellement ce qui était ma proposition dans une autre sphère qui est la Fondation Jean Jaurès, dont je suis expert associé, c'était qu'il y ait que le représentant en fait de ce comité Critical Friends ou partie prenante, peu importe, soit membre du conseil d'administration et représente ces parties extérieures dans les débats du conseil. En tous les cas, il y a une interaction entre conseil et parties prenantes qui est à construire et à créer. Alors, qui peut se régler si vous prenez le statut de société à mission, parce que du coup, le conseil à mission devient quelque part le comité Critical Friends, le comité des parties prenantes. Mais si vous ne prenez pas le statut de société à mission, il faut trouver ce lien un peu structurel et organisationnel entre les deux. Et moi, ça ne me plairait pas du tout que dans le cadre justement du suivi de la loi Pacte, par exemple, on puisse, après tout, on commence à faire des choses sur les questions de publication comme le ratio d'équité ou des choses comme ça. On pourrait très bien aussi aller vers une obligation légale d'avoir un rapport des parties prenantes au sein des conseils d'administration. Merci. Une toute, si tu dois partir, Pierre, n'hésite pas. Agnès et Bettina, vous pouvez peut-être répondre à quelques questions avant qu'on donne la parole à Bettina pour conclure. Il y avait une toute première question autour de la coopération internationale. Est-ce qu'on travaille avec des acteurs autres que des acteurs français, notamment la Suisse? C'est l'objet de la première note intermédiaire qu'on a envie de coécrire des enjeux et des hommes et Comité 21 autour d'un benchmark des meilleures pratiques internationales de dialogue. Donc, si vous nous donnez des références, on sera vraiment heureux de les creuser en Suisse. Voilà, je voulais répondre à cette première question. Il y a une autre question, mais qui est pour moi, qui tombe sous le sens vraiment, François Financette qui disait « Ne faut-il pas rendre l'approche du dialogue partie prenante plus simple, plus opérationnelle, moins ésotérique ?» C'est évidemment l'objet de nos travaux qu'on lance ce matin, pour essayer de faire en sorte que ces pratiques se diffusent dans tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son cœur de métier. Et Agnès, tu répondais dans le chat, c'est vraiment ce à quoi on va s'employer. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. S'il y avait une question sur les shadow comex, que je trouve très sympa comme question. Ouais, vas-y, tu peux la. Non, mais j'ai juste dit, pour un titre de clin d'œil, mais qu'il ne faudrait pas qu'il soit shadow. Enfin, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir le dialogue et puis de l'ouvrir peut-être plus largement, pas uniquement à juste une catégorie de collaborateurs. Et enfin, j'avais réfléchi au moment où le MEDEF a commencé à lancer ses consultations sur le dialogue partie prenante à une posture, c'est-à-dire soit on se dit on dialogue avec une ONG ou on dialogue avec telle catégorie d'acteurs, et dans ce cas-là, on introduit quand même une relation face à face, quoi, plus propice d'ailleurs parfois à la controverse,
par exemple, mais alors que si on considère qu'on a envie de mettre autour de la table plusieurs parties prenantes et que l'entreprise se mette aussi autour de la table et que ce qu'on met au milieu, c'est l'intérêt général, par exemple, ça change complètement la posture. Voilà. S'il y a une question très intéressante sur le fait de est-ce qu'il ne faudrait pas faire un appel à participation des parties prenantes pour aller au-delà de la désignation, mais véritablement ouvrir le tour de table. Ah ouais. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur les parties intéressées qui ne deviennent prenantes que si elles rentrent en dialogue. Et donc, typiquement, si on était puriste, on pourrait se dire que quand on fait un exercice de matérialité, on consulte très, très, très large, et puis on envoie un grand filet de pêche, et puis ce qui est intéressant, c'est ce qui remonte, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les parties qui, de l'autre côté, ont saisi l'hameçon, et ce sont probablement celles-là qui sont réellement prenantes. Donc, on a aussi des remarques sur des références en Allemagne ou des références dans d'autres pays européens. Ce sera l'objet de notre première note intermédiaire d'ici la fin de l'année. Ouais. On a aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on voudrait aussi interroger des chercheurs, des personnes du monde académique. Donc, on a identifié des travaux sur ces sujets, notamment à Cambridge et dans d'autres universités. On est également preneur de vos idées, de vos suggestions, de vos bonnes adresses, évidemment. Et encore une fois, le bilan qu'on tirera des pratiques qui sont à l'heure actuelle dans les entreprises, elles se baseront, ces éléments de bilan se baseront sur les retours de l'enquête qu'on est en train de faire tourner dans différents réseaux. Donc vraiment, prenez un peu de temps pour répondre à cette enquête, que vous soyez partie prenante, que vous soyez une entreprise, et quelle que soit sa taille. Je ne vois plus de nouvelles questions. On ne va pas non plus prolonger pour prolonger. Si Bettina, tu as quelques éléments de conclusion à partager avec nous, c'est le moment. Alors, merci Sarah. D'abord, merci à tous d'avoir été aussi nombreux et d'autre part d'avoir posé des questions tout à fait intéressantes. Et merci à Pierre, Agnès et Sarah d'avoir apporté tous ces éléments. Moi, je ne vais pas faire du tout une longue conclusion. Ce que je voudrais dire, c'est finalement trois choses principales. La première, c'est que moi, je crois profondément à l'extension de ces dialogues parties prenantes, même si, comme Agnès l'a souligné, c'est encore débutant, même après de longues années. Mais je pense que l'entreprise doit avoir à cœur d'instaurer ces dialogues, ces échanges à l'intérieur. Sans ça, prenez l'exemple, par exemple, de la Convention citoyenne. Elle va se laisser dicter, en fait, un certain nombre d'injonctions par des conventions, par des dialogues extérieurs. Et je crois, par exemple, au fait que ces parties prenantes doivent réagir par rapport à toutes ces conventions qui vont se multiplier, on en est absolument sûr aujourd'hui, alors qu'elles ne sont pas toujours, les citoyens ne sont pas toujours éclairés par les experts qui sont ceux habituels des entreprises et qui ont surtout une vision économique, on l'a bien vu dans la Convention citoyenne. Donc je crois que c'est extrêmement important et je dirais même que c'est vital en fait d'étendre le dialogue partie prenante. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est qu'il y a sur la table des nouveaux sujets. Et étant donné la crise de la Covid et la crise économique et sociale qui se profile, évidemment, l'entreprise va être tentée, et c'est tout à fait normal, non pas de se replier, mais de traiter ses fondamentaux, c'est-à-dire son existence. Et c'est très certainement à ces parties prenantes, quand elles existent, de continuer à alimenter l'entreprise des nouveaux sujets qui sont évidemment les sujets prospectifs, évidemment les sujets de long terme, évidemment les sujets des jeunes collaborateurs qui ont parfois, enfin qui en ont, pas parfois, qui ont tout le temps
des aspirations différentes que les seniors, et on sait parfaitement qu'en ce moment, l'intergénérationnel se creuse. Et donc, c'est tout à fait important. Il y a tout à fait l'enjeu du numérique aussi, qui aujourd'hui, on voit fleurir toutes sortes de rapports que doivent traiter les parties prenantes. Donc, il y a sur la table toutes sortes de sujets. Le troisième sujet que je voudrais mettre sur la table en conclusion, et nous avons failli d'ailleurs appeler et le groupe de travail et le séminaire de ce mot, c'est la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Moi, j'ai tendance à critiquer que ce mot soit toujours employé un peu à tort et à travers. Le monde et l'entreprise en particulier n'est pas n'est pas un espace de psychologie et de psychiatrie seulement, mais ça l'est un petit peu. Et nous savons parfaitement que si l'on prend la définition de la résilience, qui est d'ailleurs au niveau justement de la médecine, un concept dynamique, c'est-à-dire que la résilience, c'est la projection que l'on doit avoir de l'avenir après le traumatisme que l'on a ressenti. C'est tout nous, ça, en ce moment. Nous devons continuer d'avoir une projection d'avenir. Eh bien, je pense que les parties prenantes dans l'entreprise vraiment sont en charge, avec évidemment l'ensemble des salariés et la gouvernance, de cette résilience. Et c'est pour ça, et Pierre l'a esquissé, qu'il doit y avoir vraiment un dialogue très important entre la gouvernance et les parties prenantes, avec l'implication, on le sait bien, du chef d'entreprise, du président, du PDG, du directeur général, mais aussi avec l'ensemble du COMEX. Et ça va être très certainement dans nos travaux quelque chose sur lequel nous allons insister. Moi, je crois, à titre personnel, c'est une position personnelle, à de plus en plus d'intégration de ces parties prenantes dans les conseils d'administration et dans les COMEX. Et je pense que c'est une des clés, à condition que cela soit très finement fait et que cela soit fait de manière, comment dirais-je, extraordinairement intégrée aux raisons d'être quand elles existent, aux raisons d'exister de l'entreprise. Eh bien, c'est une manière de surmonter pour les grandes entreprises et les petites entreprises la crise qui s'annonce. Voilà. Merci à tous. Je reprends ce qu'a dit Sarah. Répondez à notre enquête, c'est très très important. Nous avons donc des groupes de travail. Nous ferons des restitutions, comment dirais-je, partielles avant de vous proposer des conclusions. C'est un espace de dialogue, bien entendu, avant tout avec nos adhérents, mais au-delà que nous vous proposons. Et n'hésitez pas à nous alimenter de quelque sorte que ce soit et selon votre choix. Merci beaucoup, Sarah. À toi, le dernier mot de clôture. Oui, simplement pour dire que typiquement, toutes les questions que vous avez posées sur le chat, aujourd'hui, on les retient. Ce sera des axes de réflexion pour nous sur les différentes notes intermédiaires. Et on espère pouvoir, alors je ne sais pas si ce sera pour les restitutions intermédiaires, mais en tout cas pour la restitution finale à la mi-2021, qu'on pourra se retrouver tous physiquement. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.